Bonjour à tous, vous êtes bien sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Vous suivez tout de suite le courrier des auditeurs. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello, Hello, Guten Tag, Guten Tag, Bonjour, Bonjour, Здравствуйте, Hola, Hola, Konnichiwa, Konnichiwa, Xin chào, Xin chào, Sawadika, Apa kabar, Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux en compagnie de François-Xavier Boulet pour vous présenter le courrier des auditeurs de cette semaine. Alors on a beaucoup de choses à vous dire, on a des concours à vous rappeler. On a aussi des gagnants à tirer au sort. Voilà, des gagnants avec des cadeaux à la clé. Oui. Et bien sûr, on doit aussi répondre à vos questions. Donc sans plus attendre, Alors on commence par quoi aujourd'hui? par les concours. Alors, Allez, c'est parti. comme d'habitude, on a un concours mensuel et un concours trimestriel. Pour le concours mensuel, celui du mois de décembre, il faut répondre à la question suivante. Où est-ce que Lai Ching-te, le président taïwanais, a fait escale sur son chemin d'aller et de retour pendant sa première visite d'État à l'étranger? Alors, c'est une visite d'État qui s'est déroulée dans le Pacifique, chez Oui. 3 alliés diplomatiques de Taïwan, On peut rappeler, il y a eu les îles Marshall, Voilà. Tuvalu et puis les Palaos. les Palaos, tout à fait. Et voilà, donc à l'aller et au retour, Lai Ching-te est passé dans deux territoires, voilà, je n'en dis pas plus. Deux territoires différents, en effet. Voilà. Mhm. Alors on a eu faut- déjà pas mal de réponses, mais on a jusqu'à la fin du mois pour répondre à ce concours mensuel. Et on aura 4 gagnants qui pourront remporter un petit porte-monnaie marron. Mhm. euh, Moi, quand j'ai vu le design de ce porte-monnaie, j'ai l'impression que c'est une copie, un artefact. On un n'a pas faux Louis trop. Vuitton. Un peu ça, un faux Louis Vuitton, mais il y a de l'idée. Il n'y a pas les motifs. Il n'y a hein. pas le C'est motif, vraiment mais juste la même couleur, teinte c'est à de peu près. marron. Voilà, c'est ça. Et Mm. les motifs qui ne sont pas ceux de Louis Vuitton font quand même rappel Louis Vuitton. à Toi, droite, à t'es gauche. resté trop longtemps à Taïwan. Toi. Ouais, Louis Vuitton, pardon, LV. Elle voilà. vit. On a l'impression de les voir même s'ils n'y sont pas, quoi. Voilà. Et on a aussi une question pour le concours trimestriel pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Donc, il reste plus que 2-3 semaines. Oui, mais là, c'était Euh, une question culturelle. Voilà, un musée taïwanais célèbre cette année son centenaire, marqué par une exposition en coopération avec la France, plus Oui. exactement avec une entreprise française. On vous demande quel est ce musée et quel est le nom de l'exposition. Voilà. Donc là aussi, on a reçu beaucoup de bonnes réponses. Tout et à on fait. a des gagnants qui peuvent remporter une petite bouteille d'alcool taïwanais en aimant ou en magnette. Oui, donc c'est pas une vraie bouteille, bien sûr, Non. c'est une copie en magnette, mais c'est vraiment du Made in Taïwan et c'est ce qui vous attend si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort pour ce dernier trimestre 2024. Voilà. Bonne chance à toutes et à tous. Et est-ce qu'on a des annonces particulières à faire cette Eh bien, en semaine cette fin d'année, non, puisque les nouvelles fréquences pour la zone Afrique de l'Ouest, du Nord et Sud de l'Europe ont plutôt l'air de bien fonctionner en ces 2 premiers mois, en tout cas, de fréquence hivernale. Le reste des annonces concernant la radio, eh bien, il n'y a pas de grandes nouveautés jusqu'à maintenant, donc tout va bien. D'accord. Voilà, on est en train de préparer un nouveau site. Attention, il y aura bientôt un nouveau site internet de Radio Taïwan International. On vous en avait déjà parlé il y a quelque temps. Il est en cours d'élaboration. Bon gré, mal gré, il devrait prendre bientôt forme. Mais on vous en parlera plus dès qu'on en saura plus, parce que pour l'instant, il n'est pas encore lancé. Voilà, et on a aussi des gagnants à tirer au sort pour Oui. les concours Mais il y a le le- concours trimestriel de juillet, août et septembre. Exactement, on avait 4 gagnants à tirer au sort pour ce concours, dont la question concernait là encore l'actualité de l'époque du 3e trimestre 2024, c'est-à-dire... Alors, je vais vous le rappeler. Oui. Quels sont les 3 sujets que la Cour constitutionnelle a traités ou traite actuellement à Taïwan? Voilà, donc il y avait plusieurs sujets. Bien sûr, vous avez été nombreux à répondre, notamment la peine de mort. On avait aussi sur la réforme des pouvoirs parlementaires et aussi sur le renforcement des conditions pour demander une interprétation constitutionnelle. Voilà, pour les dossiers en cours, en tout cas, ou pour les réponses possibles de cette question trimestrielle, vous avez été très nombreux à participer. Et du coup, parmi les gagnants, nous avons Daphné Arends,
Nous avons aussi Thomas Beg André Bio. et Serge Lénard. Félicitations à vous quatre pour cette question trimestrielle. Et puis on a aussi c'est un peu comme à la SNCF, vous savez, un train peut en cacher un autre au passage à niveau. Eh bien dans le courrier des auditeurs du service français de RTI, un tirage au sort peut en cacher un autre. Mhm. Donc on a la question mensuelle du mois de septembre 2024. Ok, je vais te la rappeler alors. Oui. Parce que je pense qu'on a un peu tous oublié. Exactement. Alors, Donc, en septembre, nous demandions... quelle est la formation ou le parcours de la nouvelle représentante de Taïwan en France, Madame Hao Pei-zhi? Oui, La réponse était un doctorat en sciences politiques à l'université Paris 1. voilà, Et donc vous vous avez pouvez... été plusieurs à nous envoyer la bonne réponse, mais nous n'avons que 4 gagnants qui vont remporter des tasses pliables. Des tasses pliables, d'accord. Donc oui, ça existe. Les tasses pliables sont pour Christian Guibaudo. Nicolas Pénarin, Pénaroun, je ne sais jamais comment prononcer. Et je crois qu'on dit Pénarin. Pénarin. Parce qu'on avait demandé une fois à l'auditeur qui a été Pardon. l'aimabilité de nous le dire. Nous avons aussi Imen Barry. Et Jean-Michel Aubier. Donc félicitations à vous quatre pour ce concours du mois de septembre. Si vous vous demandez qui a succédé à François Hu à l'ambassade, en tout cas à la représentation taïwanaise à Paris, eh bien, nous le disions, Hao Pei-zhi a pris sa place juste après les Jeux Olympiques. Elle est en poste depuis à Paris et vous pouvez retrouver un peu son cursus et sa première interview en français sur les ondes françaises de RTI et même en format vidéo. Voilà, donc merci à vous tous et continuez à nous écrire et à répondre aux questions des concours. Et oui, On a aussi des questions des auditeurs avec une première question de Jacques Augustin. Alors, en fait, c'est un courrier avec 2 questions, mais je n'ai pas trop compris la première question, puisque Jacques Augustin nous dit qu'il regrette que le courrier des auditeurs ait été réduit à 15 minutes et nous demande qui en a décidé ainsi, alors que c'est l'émission la plus populaire de la radio. Oui, il a dû y avoir un quiproquo en effet, car le courrier n'est pas réduit à 15 minutes. Il continue son format actuel d'une 30aine de minutes tous les samedis, n'est-ce pas? Et il n'y a pas on n'envisage pas en tout cas de le réduire, bien au contraire. Il fait partie des émissions les plus populaires, vous avez raison, mais que ce soit en ligne ou sur les ondes courtes, le format du courrier reste une 30aine de minutes tous les samedis. Et avant, on avait 15 minutes et 15 minutes. Oui. Le samedi et le Alors dimanche. ça, il y a très très longtemps, en effet. Et c'est longtemps que ça, mais bon, d'accord. Voilà, ça ne rajeunit pas tout ça. Oui. Mais c'est vrai que là, actuellement, c'est vraiment une 30aine de minutes, entre 29 et 30 minutes, grosso modo, que ce soit sur les ondes courtes ou sur le site internet, tous les samedis. Et il est même intégré, pour tout vous dire, dans le format d'ondes courtes vers l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest le dimanche. Ok. Voilà, donc on espère que le quiproquo est levé et qu'il n'y a pas de déception chez nos auditeurs. Jacques Augustin demandait aussi si les Taïwanais utilisent beaucoup les transports en commun ou leur voiture, pour se rendre au travail. Ça, c'est une grande question. J'ai fait des petites recherches. En septembre, le ministère de l'Intérieur taïwanais a publié des statistiques qui ont révélé que plus d'un quart des personnes qui sont à Taipei pendant la journée viennent en fait du Nouveau Taipei et font le trajet donc tous les jours. Taipei a donc le plus grand volume de transport interville à Taïwan avec 25,2% de la population qui se trouve le jour à Taipei qui vient en fait du Nouveau Taipei. D'accord. Alors qu'on est à peine à 2% pour Taoyuan et 1,4% pour Geelong par exemple. Ça montre bien à quel point les opportunités d'emploi sont concentrées à Taipei et à quel point aussi il est cher de se loger à Taipei, aussi bien de louer un appartement que d'acheter un bien immobilier, ce qui fait que de nombreuses personnes sont obligées d'habiter dans une autre ville pour travailler à Taipei. Ça peut être à Taoyuan, dans le Nouveau Taipei, à Geelong. Et ce phénomène s'est accentué avec la mise en place du métro de Taoyuan qui relie Taipei à l'aéroport de Taoyuan en passant par plusieurs villes et quartiers de banlieue de la capitale. Donc c'est de plus en plus pratique, on va dire, de vivre en dehors de Taipei et d'aller travailler à Taipei tous les jours. Les chiffres montraient aussi que la population diurne de Taipei comprenait 652 000 personnes de plus que la nuit. Donc c'est à peu près le volume de personnes qui se rendent chaque jour à Taipei, que ce soit donc de Nouveau Taipei, Geelong, Taoyuan, on l'a dit. Et il y a aussi les statistiques de la ville de Taipei sur le pourcentage de la population qui se déplace en transport en commun tous les jours à Taipei.
Ce taux est de 49,09% pour les résidents de Taipei. Oui, Donc c'est énorme. ouais, c'est Et- presque 1 sur 2, quoi. Oui. Oui, et de 34,6% pour ceux du Nouveau Taipei. On peut donc supposer qu'une majeure partie de ces gens qui prennent les transports en commun tous les jours le font pour se rendre au travail et pour rentrer chez eux ensuite le soir. Mhm. La ville de Taipei espère en fait qu'une fois que les nouvelles stations seront construites, ce taux passera à 60% pour la ville de Taipei, donc 10% de plus, parce que ces nouvelles lignes visent vraiment à réduire le nombre de véhicules individuels en circulation à Taipei et dans le Nouveau Taipei. Hmm. Mais honnêtement, dans le centre de Taipei, il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent la voiture pour aller travailler parce qu'en fait, il n'y a pas de parking. C'est vrai. Sauf à la radio où on a un grand parking, mais c'est vraiment rare comme situation. Oui, et puis depuis 2016 et l'accession de Ko Wen-je à la mairie de Taipei, enfin 2016 à environ, quoi, c'était aussi la politique de faire payer le plus les places de parking, y compris pour les scooters, pour encourager les transports en commun. Donc il y avait de moins en moins de places et en plus toutes de plus en plus payantes. Oui. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le métro de Taipei a mis en place des offres pour fidéliser les usagers, comme par exemple le T-Pass, un pass mensuel à 1200 $ taïwanais, qui permet d'utiliser les métros et le bus dans Taipei et dans le Nouveau Taipei, mais aussi à Keelung et à Taoyuan, Oui. et ce de manière illimitée. Donc c'est vraiment très avantageux pour les gens qui vivent loin. On peut dire que 1200 $ taïwanais, ça fait quoi? Entre 36 36 euros en ça. moyenne par mois. Mhm. Mhm. Il y a aussi eu la mise en place du T-Pass, donc avec 2,08 millions de passes vendus les 6 premiers mois de 2023 dans le nord de Taïwan. Donc ce T-Pass a permis, selon les autorités des transports de Taipei, de faire augmenter le nombre d'usagers des transports en commun de 21% les 5 premiers mois de juillet. Ah, c'est déjà C'est énorme. une politique gagnante, largement. Et aussi de réduire de 7,3% le nombre de voitures individuelles en circulation quotidienne à Taipei. Et il y a aussi le nouveau système de réduction pour ceux qui n'ont pas le T-Pass, mais qui offre des réductions à partir du 30e voyage, je crois, ou du 20e, je ne sais plus exactement, à partir donc du 30e voyage effectué dans le mois. Donc plus on prend le métro, plus on obtient des réductions, et cette somme est ensuite reportée sur le mois suivant. D'accord. Donc c'est pour fidéliser la clientèle, Oui, c'est la ça. fréquentation en tout cas. Et en fait, au début, j'avais le T-Pass, Mhm. et quand il y a eu ce nouveau système, j'ai pris plutôt ça. C'était encore plus C'est plus avantageux que avantageux. le T-Pass. D'accord, ah, c'est intéressant à savoir ça. Oui, mais le T-Pass, c'est surtout avantageux pour ceux qui vivent loin, puisque le coût qui est lié à la distance est plus élevé, ou alors pour ceux qui prennent le métro vraiment tous les jours. D'accord. Mhm. Donc si on ne prend que 4 ou 5 fois par semaine, et que le reste du temps on ne prend pas le métro, c'est pas forcément avantageux. Sachant que ce pass mensuel T-Pass est généralisé donc pour le métro, pour le bus, et Le aussi U-Bike, pour le U-Bike, donc le vélo libre, et aussi pour certaines gares de train, l'équivalent de la SNCF, mais la TRA, donc la SNCF taïwanaise pour simplifier, dans régional, c'est-à-dire au-delà du Sauf qu'il y a Grand moins de Taipei. retard. C'est ça. C'est plus, voilà, il y a moins de grève, moins de retard, mais ça marche quand même. Ce sont les trains. Ça marche par zone en fait. Si vous dépassez la zone, là, votre passe mensuel ne fonctionne plus. Il faut payer la différence. Mais c'est vrai que ça a plutôt pas mal marché cette politique. Et j'ai vu aussi, pour compléter un peu cette réponse, au transport en commun, certaines compagnies de bus, parce que je prends le bus régulièrement, proposent des offres. Par exemple, tous les vendredis du mois, pour la compagnie de bus qui s'appelle Taipei City Bus, eh bien, si vous prenez avec votre votre titre de transport, le bus, au lieu de prendre votre voiture ou autre transport, le bus étant plus écologique puisque c'est un transport en commun, eh bien, vous gagnez des points. Et si, pendant tous les vendredis du mois, vous accumulez je ne sais pas combien de transports, alors, avec une application sur votre smartphone, vous pouvez vous enregistrer pour dire j'ai pris le bus le vendredi machin du mois de novembre ou décembre par exemple, et à la fin du mois, si vous faites partie des 100 ou 200 qui ont le plus emprunté ce bus et donc le moins utilisé les transports individuels, alors vous pouvez gagner une petite prime, soit une réduction sur votre titre de transport, soit un petit cadeau du ministère de l'Environnement, puisque c'est une politique mise en place entre la ville et le ministère de l'Environnement pour encourager justement un peu l'écologie et les transports en commun. Ce que je voulais dire aussi, c'est que là, on a parlé de Taipei et du nord de Taïwan. Exactement. Mais dans les autres villes, les transports en commun ne sont pas aussi pratiques. Donc, par exemple, à Taichung et à
et à Kaohsiung, où il y a Mhm. aussi un système de métro et aussi un système de bus, bien sûr. Il y a quand même beaucoup moins de monde qui prennent ces transports en commun et beaucoup plus de Mm. monde qui se déplace en scooter et en voiture. Oui, parce que les transports sont pas encore aussi bien, ils desservent pas aussi bien en Oui. fait tous les quartiers, c'est ça? Je trouve que c'est très frappant, même quand on va à Tainan, par exemple, où il n'y a pas de métro. Et bon, il y a un système de bus, mais je sais pas, les gens sont moins habitués à le prendre. Et Tainan, il y a je crois des que c'est longues la ville où, distances. oui, Donc en fait, à chaque fois que je vais à Tainan, les gens que je rencontre, mes Mm. amis, ils sont toujours en voiture. Ils font tout en C'est vrai. voiture. Moi, quand je suis arrivé à Taïwan, il y a 20 ans de ça, mais je crois que c'est encore vrai aujourd'hui, on m'a dit Tainan, c'est la ville où tu prends ton scooter pour aller acheter une brique de lait qui est à 20 mètres de chez toi, quoi. Parce que voilà, c'est tellement pratique que Mais les gens se déplacent comme ça c'est aussi lié au fait assez qu'il y a beaucoup facilement. plus de parking à Tainan. Il y a Aussi. énormément de parking souterrain. C'est vrai, on peut se Et déplacer vraiment, facilement comme ça. enfin, le sous-sol de Tainan, c'est un immense parking. Ça, c'est Mm, mm. impressionnant. Voilà, donc, Et c'est un petit peu... Bon, au bout d'un moment, ça fait cher, mais si c'est que pour quelques heures, oui. ça reste raisonnable, en fait. Donc, ça Après, c'est des choses qui évoluent comme... dissuade. oui, c'est des choses qui évoluent aussi, comme Clément le montrait dans son émission d'urbanisme sur l'évolution des 400 ans d'histoire de Tainan. Mais c'est vrai que c'est quand même une étiquette qui colle à la peau, quoi. Mm. Et puis ensuite, il y a encore des villes où, par exemple, comme la ville de Taidong, où il n'y a pas de système de bus de ville. Il y a certains bus, mais Mhm. c'est vraiment pas pratique du tout. Donc, quand on C'est vit à, vrai. à Taidong, franchement, c'est presque indispensable d'avoir une voiture ou un scooter. Oui, un peu comme dans de nombreuses campagnes dans les pays dans lesquels vous Oui. nous écoutez peut-être. En tout cas, on espère avoir bien répondu à la question de Jacques Augustin, question de la semaine sur les transports et puis les transports en commun utilisés par les Taïwanais pour se rendre au travail. Voilà, et merci donc à Jacques Augustin. Et on a aussi une question de Christian Guibaudo. Oui, tout à fait. Alors cette semaine, Christian Guébaudo qui nous envoie en même temps des rapports d'écoute, que ce soit sur la fréquence 6005 kHz vers l'Europe ou 9680 kHz, fréquence hivernale vers l'Afrique. La fréquence est plutôt bonne depuis le sud de la France. Un SINPO qui varie entre 4 et 5 pour la 6005 kHz et puis entre 3 et 5 pour la fréquence vers l'Afrique du Nord, avec un récepteur 100 Jean ATS 909X et une antenne de 8 mètres, vous saurez tout pour les férus d'ondes courtes. Alors la question de Christian Guibaudo est de savoir qu'en est-il du tourisme des Taïwanais vers l'île de Guam, vers les Palaos ou éventuellement vers des voyages officiels ou non d'un dirigeant taïwanais en France. Donc c'est une vaste question. Et après, alors je ne sais pas pourquoi ça tombe, on parle de l'île de Guam en ce moment, n'est-ce pas? On parle des Palaos aussi. Eh bien, on peut dire que depuis la reprise post-Covid, les liens touristiques entre Taipei et Guam essayent de retrouver un second souffle et de nouvelles formules. Ainsi, l'année dernière, il y a plusieurs groupes organisés depuis Taïwan qui ont été organisés pour aller visiter l'île de Guam. Des groupes touristiques, bien sûr, et de voyage. À chaque fois, c'est entre 200 et 300 visiteurs. Et le PDG d'une association de voyage de l'île de Guam, qui s'appelle Carl Gutiérrez, souligne que le marché des visiteurs taïwanais est très important pour le secteur du tourisme et de l'hôtellerie à Guam, parce que les Taïwanais dépensent plus que les autres visiteurs qui vont à Guam. Donc les touristes taïwanais sont des touristes intéressants parce qu'ils dépensent plus sur place. Pourtant, Guam est une destination très importante pour les touristes japonais. Oui. Et les touristes japonais sont aussi connus pour dépenser assez généreusement. Mais d'après ce spécialiste du tourisme à Guam, les Taïwanais sont ceux qui dépensent le plus sur place par rapport à d'autres visiteurs d'autres régions. Et aussi le fait que Taïwan partage des racines culturelles qui rapprochent les habitants de Guam, notamment avec des liens plus ou moins directs sur les origines austronésiennes, font que les liens sont assez proches. Ce que je peux lire, c'est qu'il y a 51% des touristes à Guam qui sont coréens, et ensuite 21% de japonais, et aussi 16% d'américains. Et Taïwan, c'est la troisième, le troisième contingent de touristes à Guam pour l'année post-Covid, en tout cas, avec 28 000 visiteurs, sachant que les visiteurs
on dit qu'ils sont les plus dépensiers. Ça veut dire quoi, grosso modo? Ça veut dire qu'ils dépensent en moyenne plus de $2000 américains par personne et par jour sur leur visite à Guam. Ça me paraît énorme. Ça comprend normalement le billet d'avion, en fait. Oui, ça comprend tout. Billet d'avion, l'hôtel, donc le logement. Mais voilà, pour une visite qui dure combien de temps, ce n'est pas précisé, c'est en moyenne. J'imagine quelques jours à peine. Hein. Tout à fait. Voilà. Et par rapport à ces visites à Guam, eh bien, si vous avez peut-être vu sur notre site internet, c'est peut-être de là que vient la question de notre auditeur, Christian Guibaudo, que la compagnie aérienne américaine United Airlines a annoncé en fait une liaison directe Guam-Taipei dès le mois d'avril prochain pour encourager le tourisme, mais dans les deux sens, mais aussi le tourisme des Américains de Guam vers Taïwan, en espérant bien sûr que les Taïwanais iront visiter l'île de Guam et en espérant qu'en retour, les résidents américains et notamment le contingent des familles militaires, puisqu'il y a quand même un gros centre de militaires établi sur l'île de Guam, puissent venir à Taïwan comme deuxième choix de tourisme médical, parce que sur place, en fait, ils choisissent plutôt les Philippines comme tourisme médical jusqu'à maintenant, faute de diversité de choix, en fait. Donc ça, c'est ce qui est annoncé à partir du mois d'avril prochain avec la compagnie United Airlines, sachant que déjà, au niveau taïwanais, la compagnie China Airlines a repris aussi les vols vers Guam. Donc ça, ça avait été suspendu depuis le Covid, c'est repris depuis. Quant au tourisme vers les Palaos, il y a eu un accord bilatéral qui a été signé à la fin du mois de septembre dernier entre Taïwan et les Palaos. C'est une déclaration commune de promotion du tourisme bilatéral en plus des investissements économiques. Et là, Taïwan espère envoyer de plus en plus de visiteurs vers les Palaos pour encourager le tourisme qui est une denrée importante pour cet allié diplomatique qui fait face à des pressions de plus en plus croissantes de la Chine, puisque notamment juste après cette signature entre Taïwan et les Palaos pour le tourisme, la Chine a intensifié ses pressions vers les autorités de Palaos. Et on se souvient que le président qui a été réélu, Cyril Whips Jr., avait révélé juste avant les élections que pendant toute la campagne électorale, la Chine justement faisait un point de pression, notamment sur le tourisme, comme une arme pour tenter de forcer les Palaos à rompre ses liens avec Taïwan. Voilà, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au niveau des statistiques des touristes qui se rendent aux Palaos, les touristes taïwanais constituent le principal contingent de visiteurs avec 31% des arrivées, suivi de près de la Chine avec 28%, et ensuite du Canada et des États-Unis pour 13%. Et ensuite, le Japon et les autres pays représentent 9% chacun des arrivées. Donc, la Chine est vraiment assez proche de Taïwan en termes de nombre de visiteurs. Et c'est pour ça que Pékin jouait ce levier de pression en disant si vous rompez avec Taïwan, on va doubler, voire tripler ce nombre de touristes. Donc, vous serez gagnant parce que vous répétez à qui veut l'entendre, venez visiter les Palaos, c'est ça qui nous fait vivre, quoi. Mais finalement, le président réélu a réaffirmé l'amitié bilatérale à Taipei qui existe depuis 1999. Alors, c'est pas si vieux que ça, mais c'est une amitié qui a l'air plutôt solide, en tout cas jusqu'à maintenant. Et alors, pour la deuxième partie de la question de notre auditeur Christian Guibaudo, y a-t-il des voyages officiels ou non de dirigeants taïwanais en France? La réponse est oui et non, monsieur. Oui, au sens où, par exemple, on se souvient de l'ancienne présidente taïwanaise. Alors, elle n'est plus en exercice, mais ça reste quand même une personnalité. Oui, mais ça reste une personnalité politique de Taïwan qui s'est rendue en France, enfin en Europe, mais notamment en France, à la mi-octobre. C'était pas un voyage officiel, mais c'était une toute première qu'un ancien chef d'État taïwanais se rende en France. L'occasion pour elle de visiter le Louvre, le centre d'intelligence artificielle et nanotech de l'université Paris-Saclay, mais surtout de rencontrer, et là c'était un peu plus, enfin c'était pas officiel, mais c'était pas comme une visite touristique ou culturelle, les sénateurs, elle a été reçue au Sénat en fait, à l'invitation du sénateur Jean-Baptiste Lemoyne, qui préside le groupe d'amitié des sénateurs France-Taïwan. Elle a aussi prononcé un discours au MEDEF. Le MEDEF, vous le savez, c'est le mouvement des entreprises de France. Et il y a eu une grande réunion d'échange entre les entreprises de Taïwan et de France à l'occasion de la visite de Tsai Ing-wen, l'occasion de multiplier les échanges
entre Taïwan et la France dans 4 domaines. Les énergies, le calcul à grande vitesse, donc c'est les superordinateurs, l'industrie aérospatiale et l'industrie des drones, pour faire simple. Donc ça, c'est une visite non officielle d'un ancien chef d'État, mais c'était une première, mi-octobre. On sait que la Chine a fait pression, mais que personne n'a plié, que ce soit Prague, Paris ou Bruxelles, puisque c'est un peu les 3 étapes de Taïwan en Europe à la mi-octobre, suivi d'une autre visite, et cette fois-ci c'est officiel, et je crois, en tout cas de mémoire, que c'est la première fois que ça existe qu'un ministre adjoint en exercice se rende en France dans l'exercice de ses fonctions. Il s'agit de l'ancien ambassadeur en France, François Wu Zhichong, qui est vice-ministre des Affaires étrangères, qui s'est rendu au mois de novembre en Europe, dans beaucoup de pays, donc à Berlin, en Slovaquie, en République tchèque et également en France, dans un voyage qui n'a pas été très très forcément promu par les médias ou mis en avant par la diplomatie taïwanaise, mais qui a été efficace puisque pendant 10 jours en Europe, François Wu a pu faire tout son agenda comme il le voulait, sans entrave. Voilà, merci à Christian Guébaudo pour sa question et pour ses rapports d'écoute. Et on a une dernière question de Daniel Villon, qui, en fait, c'est pas vraiment une question, mais elle réagissait à l'émission de Florian, un décryptage sur la situation des médecins taïwanais formés à l'étranger. Ah oui. Voilà, il disait qu'en France, les nombreux aspirants kinésithérapeutes vont se former en Belgique ou en Espagne, parfois dans des écoles privées assez onéreuses. Et en France, en effet, ils ont l'obligation de passer par une première année de médecine qui peut être un obstacle pour certains. Et donc voilà, je me demandais si c'était la raison pour laquelle il était difficile d'obtenir un rendez-vous chez un kiné. Et on s'est dit que c'était une occasion de faire une petite comparaison avec Taïwan. Oui, en termes de rendez-vous médicaux. Oui, c'est ça. Parce que c'est assez différent. Par exemple, à Taïwan, il est très courant d'aller prendre ses rendez-vous de kiné à l'hôpital, directement à l'hôpital. Donc voilà, par exemple, une fois, je m'étais un peu tordu la cheville ou le genou. Et puis, j'étais allée chez alors, je ne sais plus quel type de médecin c'était. Ça devait être médecin pour les os. Enfin, je ne sais plus trop comment... Oui, parce que quand on arrive à l'hôpital, on nous oriente en fait vers soit un médecin général, soit un spécialiste des articulations, des os ou autre chose. Pour vérifier qu'il n'y a pas de fracture. Et puis, quand on a déterminé qu'il n'y avait pas de fracture, il m'a prescrit une dizaine ou une vingtaine de séances de kiné. Et par contre, c'est pas du tout le même, on va dire, traitement qu'on peut avoir en France si c'est des petites cliniques ou si c'est des kinés qui sont en cabinet, parce que c'est un petit peu vraiment l'usine. Bon, j'ai aussi entendu dire que ça pouvait être comme ça un peu en France, mais là, c'était vraiment une grande salle avec une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes qui faisaient leurs exercices. Et puis, on te montre vite fait au début comment ça marche. Et puis après, t'es lâché. Libre à toi de bien le faire. Ah oui. Et ça, chaque séance commence avec une séance de refou, pour réchauffer le genou. Oui, 10 ou 15 minutes. Voilà, et ensuite une séance d'électrode. Moi, j'ai trouvé que ça servait à rien, parce que franchement, il n'y avait pas eu de résultat. Et ensuite, la séance de rééducation, c'était pas... Moi, j'ai pas trouvé que c'était concluant. Je me suis dit, au final, je peux très bien me mettre quelque chose de chaud chez moi. Toi-même, oui. Et puis, en fait, pas besoin d'aller à l'hôpital, quoi. Je peux le faire chez moi. Alors, de mon expérience... J'ai fait une fois ou deux, et puis je suis pas retournée. De mon expérience, comme ça, la rééducation ou le kiné, il y a plusieurs étapes ou plusieurs choix. Et en fait, en fonction de l'équipe médicale sur place, on peut adapter le traitement en fonction de ce que l'on veut et bien sûr du matériel qui est sur place. Donc, ça dépend aussi des cliniques. Voilà, donc merci à Daniel Villon pour son courrier. Continuez à nous écrire et on vous dit déjà à la semaine prochaine pour un prochain courrier des auditeurs. Animé par François-Xavier Boulet et Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International.